Alors ce qu'il faut voir à travers ces regroupements d'artistes, c'est la volonté de ce qu'on peut appeler une collectivisation du geste artistique. Par exemple, les surréalistes, qui sont issus d'abord d'un mouvement littéraire et qui vont progressivement devenir un mouvement pictural et artistique, vont naître après la Première Guerre mondiale. C'est un mouvement qui va succéder au dadaïsme et qui est défini par André Breton, qui est le père du surréalisme, dans le Manifeste du surréalisme, qui sera publié en 1924. Alors, ce manifeste s'inscrit dans un refus de toutes les constructions logiques de l'esprit et sur les valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, du désir et de la révolte. N'oublions pas qu'à l'époque, la psychanalyse émerge avec Sigmund Freud, il publie ses premiers ouvrages et il a une énorme influence sur les artistes, sur la science bien évidemment, mais également sur le monde artistique et intellectuel. Donc le surréalisme s'appuie aussi sur les thèses, les théories de Sigmund Freud, de la puissance de l'esprit et surtout de l'inconscient. Donc autour d'André Breton, plusieurs écrivains et artistes s'engagent dans le groupe des surréalistes avec la volonté de créer une nouvelle forme artistique. Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Desnos, Antonin Artaud, Georges Bataille vont être des écrivains surréalistes. Quant aux peintres, on peut citer donc Max Ernst, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui était passé par Dada, Salvador Dali, vous connaissez, René Magritte, Juan Miró, que vous connaissez également. Et puis au niveau de la photographie, on aura Man Ray, et au niveau du cinéma, hein, le cinéaste espagnol Luis Buñuel. Alors voilà justement une photographie de Man Ray qui nous montre les membres du bureau central de recherche surréaliste, donc vous voyez il y a un titre bien ronflant, bien pompeux, en 1924. Alors on voit que c'est très masculin, mais vous avez quand même des femmes hein, qui participeront à cette aventure. Je ne vais pas vous énumérer pardon, tous les membres du groupe surréaliste de 1924. Alors, ce qui est intéressant de savoir tout de même, c'est que André Breton, que vous voyez à peu près au centre, un petit peu à gauche, était très caractériel. Et donc il s'est fâché avec beaucoup des membres d'origine du mouvement. Et donc il y a eu comme ça, des clashs, il y a même eu des procès surréalistes hein, contre des membres qui se sont écartés un petit peu de la doctrine euh, d'André Breton. Donc c'était quand même un groupe très particulier où il se passait des choses assez rocambolesques, hein. Les choses n'étaient pas très calmes. Alors, je vous ai mis justement, j'ai essayé de vous associer pour vous montrer l'influence de la littérature sur celle du dessin. Je vous ai associé par exemple un poème de Paul Éluard qui s'intitule L'amour, la poésie. Donc ça c'est l'ouvrage, et le poème s'intitule La terre est bleue comme une orange. La terre est bleue comme une orange, jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter, autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours, elles se bouchent d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quels vêtements d'indulgence, à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent vertes, l'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres, des ailes couvrent les feuilles, tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Ce qui est intéressant dans ce poème, c'est qu'on voit bien qu'il y a des associations comme ça d'images, des évocations qui sont réunies en une même phrase, de manière un peu comme du collage, hein, et donc ça crée du coup des associations visuelles, mentales, qui sont un peu insolites, tout à fait surréalistes. Et ça correspond à la technique du cadavre exquis, hein, qui a été mis en place hein, par le groupe des surréalistes. Donc là, vous avez un cadavre exquis réalisé par Man Ray, Max Morris, André Breton pardon, et Yves Tanguy, réalisé en 1928. Alors on voit que c'est un dessin, et en fait chaque auteur va réaliser une partie. Et si vous regardez bien, on voit qu'il y a des pliures, donc il y a trois pliures hein, donc qui divisent le dessin en quatre parties. Et donc on voit que en fait le dessin était replié. Vous commenciez par dessiner sur une partie, puis on donnait la deuxième partie, il poursuivait le dessin, etc. Bon, vous connaissez le principe du cadavre esquisse, ce qui donnait un dessin tout à fait étrange. Voilà, on en retrouve un ici par les mêmes auteurs, toujours en 1928. Donc vous avez compris un peu
Le principe, la paternité, donc la signature des interventions subsiste, même si on cherche bon, ce qu'ils appelaient hein, l'énergie médiumnique, hein, c'est-à-dire l'énergie qui est liée au médium, hein, celui du dessin, qui passe des uns aux autres en les connectant autour d'un objet commun. Donc il y a aussi l'idée de la médiumité, hein, du médium, c'est-à-dire les esprits connectés avec les autres. Hein, donc, vous voyez qu'ils étaient un petit peu perchés, hein, nos amis surréalistes. Mais il y a cette idée-là, donc pour créer cet objet commun, même si les signatures restent, mais on va dire que ce sont des co-signatures. Il n'y a plus un seul auteur, mais il y a plusieurs auteurs. Donc dans la sculpture, on va retrouver également l'influence du surréalisme. Alors Giacometti, que vous connaissez hein, pour L'Homme qui marche notamment, a eu sa petite période surréaliste. Hein. Donc là, par exemple, Femme couchée qui rêve, c'est un bronze de 1928, c'est une sculpture surréaliste. En peinture, hein, nous avons ici L'huile sur toile de Max Ernst en 1921, L'éléphant des Célèbes. Donc vous voyez bien, on retrouve l'influence surréaliste avec cette idée d'associer des éléments de manière un petit peu hasardeuse, et encore, c'est pas tout à fait hasardeux, hein, c'est plutôt en termes de symbolique, comme pour le poème que je vous ai lu, il y a l'idée d'associer des éléments les uns avec les autres qui va créer un nouveau sens. Le cas du Bauhaus. Alors le Bauhaus, c'est une école d'architecture et d'art appliqué. Son premier directeur sera l'architecte Walter Gropius, qui va fonder ce collectif en 1919 à Weimar. Donc Bauhaus, ça se passe en Allemagne, hein, et là encore, on peut y voir une espèce d'héritage de Dada, puisque certains artistes et certains professeurs du Bauhaus vont passer par Dada, par Zurich, et puis ils vont fonder ensuite le Bauhaus après la Première Guerre mondiale, hein, donc on voit bien en 1919. Le manifeste du collectif Bauhaus va déclarer ceci. Le but final de toute activité plastique est la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail artisanal. Parce qu'il n'y a pas d'art professionnel, il n'existe aucune différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l'avenir, qui débarrassera tout en une seule forme, architecture, art plastique et peinture. Le manifeste du collectif du Bauhaus déclare la citation suivante, hein, que finalement le but final de toute activité plastique, c'est la construction. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail artisanal parce qu'il n'y a pas d'art professionnel. Il n'existe aucune différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l'avenir qui embrassera tout en une seule forme, architecture, art plastique et peinture. Alors vous voyez que là, il y a vraiment quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. C'est cette idée finalement de rapprocher encore une fois l'art et la vie, mais que l'art n'est plus quelque chose en dehors de l'existence quotidienne, en dehors de l'artisanat, puisque l'artisan, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il fabrique des objets qui ont une vocation usuelle, une chaise, un tabouret, un bol, une lampe, etc. Eux, ce qu'ils disent, c'est que l'artiste et l'artisan ne sont pas différents. Et donc ils les rapprochent pour créer un art de construction. C'est-à-dire, pour eux, un art qui va embrasser toutes les formes artistiques, donc je l'ai dit, hein, l'architecture, les arts plastiques, la peinture, dans un même but, c'est-à-dire de créer un art qui soit utile à la vie quotidienne. Donc voilà, l'idée c'est bien de mêler l'artisanat et l'industrie. Le but de cette école est de créer une relation particulière entre art et social. Malheureusement, elle va être fermée par le régime nazi en 1933. Il considérera que cette forme artistique, c'est de l'art dégénéré. Et donc ils vont faire en sorte de fermer, de détruire le mouvement Bauhaus et de pourchasser évidemment certains enseignants juifs de l'école. Donc on voit ici une affiche Bauhaus et vous voyez donc au premier plan les professeurs du Bauhaus et derrière vous voyez le bâtiment, l'architecture typique et l'école Bauhaus qui accueillait les étudiants. Donc voici quelques œuvres liées à l'école du Bauhaus. Paul Klee, Château et Soleil en 1928. Donc on retrouve bien ces formes très géométriques, hein, cette absence totale
de perspective, et pourtant, on croit deviner, on reconnaît bien hein, une ville, un château, le soleil il est bien là. Adolph Meyer et Walter Gropius, donc ici projet de tour pour Chicago en 1925, donc une maquette pour une architecture. Alors ce qui est intéressant, en associant les deux œuvres, en les rapprochant toutes les deux, on voit bien l'influence hein, de l'architecture sur la peinture, les formes qui se retrouvent, ces formes géométriques qui s'entrecroisent, ce jeu des lignes, ce rythme des formes. Bauhaus a beaucoup travaillé sur la question des couleurs, et notamment Johannes Itten, qui a travaillé sur la théorie des couleurs, donc sur la théorie de l'optique, des puissances des couleurs, de la manière dont les couleurs vont avancer ou vont reculer, c'est-à-dire que les couleurs claires, les couleurs chaudes, on va avoir tendance à avancer vers l'œil. Vous regardez la toile par exemple à droite, on a l'impression que les jaunes sont plus proches de nous, alors que les couleurs plus ternes, les couleurs plus froides, plus foncées vont avoir tendance à, on va dire, à reculer. Donc si par exemple vous voulez dessiner un paysage et vous voulez donner l'effet de profondeur, on est bien d'accord que vous allez mettre les couleurs les plus ternes et les plus froides au fond et les couleurs les plus vives, les plus claires en premier plan. Donc c'est ce qu'on voit hein, dans ce tableau qui pourtant est un tableau, alors là pour le coup d'art concret, hein, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'abstraction, un carré est un carré, un rectangle c'est un rectangle, donc il s'intitule Horizontal et vertical en 1915. Donc on voit bien là qu'il y a, avant même la création hein, du Bauhaus, cette influence hein, de cet artiste qui sera un des professeurs du Bauhaus. Schlemmer, lui, est un peintre, mais également va réaliser des costumes pour le théâtre. Donc on voit à gauche une peinture, les escaliers du Bauhaus en 1932. Donc on imagine bien l'architecture, hein, on se figure bien l'architecture intérieure du bâtiment, qui a été fermé hein, par les nazis. Et puis vous avez à droite les costumes réalisés par Oskar Schlemmer. Donc on voit bien, hein, là encore, comment l'art peut s'appliquer, comment les arts plastiques peuvent s'appliquer aussi au théâtre. Et donc on a un rapprochement de différentes formes artistiques.